Merci d'être avec nous, Vincent Delahaye, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénateur centriste de l'Essonne, vice-président du Sénat. On va parler de l'augmentation du prix des péages des autoroutes dans quelques instants. Mais d'abord, évidemment, la réforme des retraites, puisque c'est aujourd'hui le coup d'envoi des débats à l'Assemblée nationale. Et Elisabeth Borne, qui a déclaré hier dans le journal du dimanche qu'elle était prête à bouger, elle a fait de nouvelles propositions, notamment sur les carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, qui pourront partir à 63 ans. Est-ce que dans l'état de ce que vous connaissez de ce texte, et avant évidemment ce qu'il sortira de l'Assemblée, c'est un texte que vous pourriez voter ? Écoutez, moi je pense d'abord qu'il faut une réforme des retraites. Ceux qui disent qu'il n'en faut pas, c'est des irresponsables. Donc il y en a quand même quelques-uns, mais j'espère que ça ne sera pas une majorité, parce que honnêtement, il y a nécessité. On ne peut pas continuer à avoir un système de retraite qui fait peser tout sur les jeunes générations et dont les anciens aujourd'hui profitent. Donc moi je pense qu'on a un bon système, mais il faut quand même le réformer régulièrement. Mais est-ce qu'il faut cette réforme des retraites ? Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que c'est la bonne ? On peut toujours. Il y en a beaucoup de réformes des retraites possibles. Hein. Il y a beaucoup de situations différentes. Il n'y a presque pas une situation identique entre deux Français. Tout le monde n'a pas cotisé la même chose. Personne n'a la même carrière, donc c'est quand même très compliqué. C'est un sujet très très compliqué, donc on peut toujours trouver des défauts à tout. Et moi, j'aurais pas forcément fait cette réforme-là. Moi, je trouve que le totem de l'âge, même si je suis pour un report de l'âge, mais le totem de l'âge n'est pas forcément le bon critère, parce que pour moi, c'est la durée de cotisation qui devrait être le bon critère. Et on devrait pouvoir rajouter 8 trimestres. Si on veut rajouter 2 ans, on rajoute 8 trimestres. Mais ceux qui ont commencé à travailler tôt partent tôt. Ceux qui ont commencé à travailler tard partent plus tard. Ce qui me semble assez logique et assez juste. Donc, moi, mais pour tout le monde ou uniquement pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, les critères de la durée de cotisation? De la durée de cotisation, ça serait pour tout le monde. Pour moi, ça serait pour tout le monde. Donc, bon, voilà. Il y a un certain nombre de choses. Moi, j'aurais sans doute. Vous ne toucheriez pas à l'âge légal de départ, mais vous augmenteriez encore les durées de cotisation. Si c'était moi qui décidais, j'aurais aussi sans doute sollicité les retraités actuels. C'est-à-dire, quand on fait une réforme des retraites, pour moi, même si c'est pas très populaire, hein, et politiquement c'est assez difficile, mais il faut faire des efforts sur les actifs et il faut faire des efforts aussi sur les retraités. Donc on peut faire une indexation qui soit un petit peu moins que l'inflation progressivement, mais qui montre que tout le monde fait des efforts pour équilibrer le système. Parce que si le système n'est pas équilibré financièrement, il est en sursis et en danger. Donc il faut y faire attention. Juste, puisque vous parlez d'augmenter la durée de cotisation, vous parlez de 8 trimestres, c'est-à-dire que pour vous, il faut aller jusqu'à 45 annuités ? Vous gardez les 43 annuités actuelles. 8 trimestres. Si on passe de 62 à 64 ans, ça fait 8 trimestres. Hein, ça fait... Mais en gardant les 43 annuités. Voilà. Ben oui, tout à fait. Donc pour vous, il faut augmenter aussi le nombre d'annuités ? Alors, il faut augmenter, moi je pense qu'il faut augmenter le nombre d'annuités. À combien ? De 2 ans. Donc à 45. Progressivement. Pas forcément brutalement, mais progressivement. Et pas d'âge. Est-ce qu'il y a aussi des questions qui se posent sur le moment qu'a choisi le gouvernement pour faire cette réforme ? Est-ce que c'était le bon moment pour vous ? Quand on est contre, c'est jamais le bon moment. Hein. Quand on est pour, ça vient jamais assez vite. Donc après, moi, je pense qu'on aurait pu le faire même pendant la période de pandémie. Donc je pense pas qu'il fallait reculer. On peut gérer une pandémie et en même temps réformer. La réforme, il faut la faire. Elle a été promise par le président de la République. En tout cas, elle a été annoncée. Il n'y a pas de surprise. On prend personne par surprise. Le gouvernement a négocié. Après, bien entendu qu'on peut trouver des choses à redire, des choses encore à négocier. Ce que font les Républicains à l'Assemblée nationale, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est eux qui sont en position de faire la majorité. C'est normal qu'ils essayent de pousser leur avantage, entre guillemets, et essayer d'obtenir un certain nombre de choses et montrer que par leur existence, ils ont réussi à faire évoluer le projet. Vous aussi, vous allez chercher à obtenir des modifications ici au Sénat. Lesquelles ? Alors, on n'a pas encore décidé, parce que ça dépendra effectivement du texte qui va arriver de l'Assemblée nationale, de ce qui aura déjà été voté à l'Assemblée nationale. Donc c'est encore un peu tôt pour vous dire lesquels. Mais vous ne le voterez pas sans modification ? On le modifiera forcément. De toute façon, on a l'habitude de modifier les textes au Sénat. On aimerait que nos amendements soient pris en compte un peu plus fréquemment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de faire ici, c'est d'essayer de bonifier les textes, de rapporter des choses supplémentaires. Je crois que c'est mais sur quel point ? Est-ce que c'est sur les carrières longues, comme le font les Républicains à l'Assemblée ? Je peux pas encore vous le dire. Parce que sur la question de l'index des seniors, est-ce que vous êtes favorable à des sanctions ? Alors, est-ce que je suis favorable ? Moi, personnellement, non, je vais pas vous donner mon point de vue personnel, mais on n'en a pas encore vraiment discuté, donc je préfère pas m'engager là-dessus. Sur un dernier mot sur ce qui se passe à l'Assemblée, puisqu'on l'a dit, un coup d'envoi des débats à 16h, 18 000 amendements ont été déposés juste par la NUP. 18 000 juste par la NUP. Moi, j'ai compris que c'était 13 000 par la NUP.
Alors c'est 13 000 par la France Insoumise, 18 000 par la NUP et 20 000 en tout parce qu'il y a aussi des amendements de Renaissance de la majorité et des Républicains. Est-ce que la NUP, avec ses 18 000 amendements, vous trouvez que c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'elle a raison de se faire entendre? Je ne pense pas. Elle a raison de se faire entendre, ça c'est vrai. Mais moi je ne suis pas pour la multiplication des amendements. Je pense qu'à un moment donné, 18 000 c'est trop. C'est plus entendable. Qu'on se concentre sur un certain nombre d'amendements majeurs que l'on souhaite faire passer. Là c'est l'obstruction. La stratégie de l'obstruction, c'est pas une bonne stratégie, je ne pense pas. Pour un parlementaire, il faut d'abord travailler sur le fond, et à partir du moment où on est d'accord sur le fond, moi au Sénat je plaide pour ça aussi. Je plaide pour qu'il y ait moins d'amendements, mais de meilleurs amendements, qu'on ait bien travaillé à l'avance et qu'ils soient bien identifiables par les médias et puis par le public. On va parler du prix des autoroutes et de l'augmentation des péages des autoroutes, parce que c'est évidemment un sujet qui concerne et qui inquiète de nombreux Français, 4,75% en moyenne au 1er février, et c'est pas sans susciter évidemment colère et contestation. On fait le point d'abord avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Vincent Delay. Bonjour. Et Alex, l'augmentation des tarifs des péages des autoroutes à partir du 1er février fait polémique. Effectivement, une hausse de 4,75% à partir du 1er février en moyenne pour les péages d'autoroutes. C'est une hausse qui s'explique par l'inflation généralisée qui est à 6% en moyenne. Et d'ailleurs, le prix des péages est indexé sur le taux d'inflation. Le problème, c'est que les sociétés privées qui gèrent ces autoroutes se portent très bien sur le plan financier. En 2021, ces sociétés concessionnaires ont réalisé un bénéfice net de 3,9 milliards d'euros, un bénéfice en hausse de plus 47% par rapport à 2020, qui était une année assez faible sur le trafic autoroutier. Mais par exemple, par rapport à 2019, eh bien, c'est une hausse de 11%. Donc voilà, une forte rentabilité pour ces sociétés. Et Alex, cette rentabilité hors norme, elle avait été dénoncée en 2020 par la commission d'enquête du Sénat sur la privatisation des autoroutes. Oui, une commission d'enquête du Sénat dont vous étiez le rapporteur, Vincent Delay. Vous aviez par exemple auditionné Dominique de Villepin, qui était Premier ministre au moment de la privatisation des autoroutes en 2006, ou encore Ségolène Royal, auditionnée au Sénat, car en 2015, eh bien, elle avait, sous le gouvernement de François Hollande, elle avait négocié un accord de gel des tarifs d'autoroutes. Et au final, votre rapport, le rapport de la commission d'enquête, avait prévu une surrentabilité, une rentabilité de 40 milliards d'euros d'ici à 2036, date de la fin de ces concessions de ces sociétés d'autoroutes. Et ces méga profits des sociétés concessionnaires, eh bien, ils ont été aussi récemment pointés du doigt par le gendarme des autoroutes, l'autorité de régulation des transports, qui préconise des mesures à prendre pour les futures concessions autoroutières. Selon ce rapport, eh bien, il faudra mettre un terme à l'indexation des tarifs de péage sur l'inflation. Il faudra également raccourcir à 15 ans maximum la durée des concessions accordées par l'État, et puis aussi rétrécir le périmètre géographique de ces concessions autoroutières, un périmètre qui est très étendu actuellement. Vincent Delay, d'abord sur cette hausse actuelle des péages, plus 4,75%, c'est excessif selon vous ? Écoutez, vous avez dit qu'elles étaient en bonne santé, ces sociétés, qu'elles avaient une surrentabilité. L'augmentation de 4,75% va leur rapporter 500 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires par an jusqu'à la fin des contrats. Et on peut penser que l'inflation qui joue sur les dépenses d'exploitation de ces sociétés va leur coûter 200 millions. Donc entre 500 et 200 millions, il y a 300 millions. 300 millions de marge supplémentaires, alors qu'on dit qu'elles sont déjà en bonne santé, qu'elles ont une surrentabilité. Donc on va leur donner 300 millions supplémentaires par an jusqu'à la fin des contrats. Enfin, je trouve que c'est très excessif. C'est très, très excessif. Alors, bien entendu, on va dire c'est les contrats, on les applique. Depuis le début, le problème, c'est les contrats. Quand vous faites une concession, il faut avoir un bon contrat et il faut avoir un bon suivi. Au départ, on n'a eu ni l'un ni l'autre. Alors maintenant, on a un meilleur suivi, mais on a toujours des mauvais contrats. Mais la faute à qui? Ils ont été mal négociés? Non, c'est qu'ils ont été négociés par l'État avec lui-même à l'origine. Donc quand on négocie un contrat avec soi-même, on le fait surtout pour la forme. En réalité, il aurait fallu les modifier avant l'ouverture au privé. C'est Jospin qui a commencé en 2002 à ouvrir au privé 20% des autoroutes du sud de la France. Et ensuite, Dominique de Villepin qui a fait le reste. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu modifier ces contrats. Mais il n'est pas trop tard, pour le faire. S'il y a une vraie volonté, on peut les modifier. Simplement, on ne sent pas la volonté de la part du gouvernement de s'emparer vraiment de ce sujet. Et moi, je pense que c'est un sujet majeur d'intérêt pour les automobilistes et aussi pour l'intérêt général de l'État. Donc on peut renégocier ces contrats sans attendre la fin des concessions en 2036. Vous savez, quand on est un concédant, on a toujours des relations avec les concessionnaires, qui sont les sociétés. Le concédant, c'est l'État. Et
l'État peut être assez fort pour dire venez autour de la table et on va discuter parce que on peut pas continuer comme cela. Simplement, il faut avoir la volonté. Si on n'a pas la volonté et si les sociétés ne sentent pas cette volonté forte, il ne se passera rien. Et aujourd'hui, les sociétés disent vous touchez une virgule, vous touchez l'équilibre du contrat. Attendez, ça va pas. On leur baisse le taux d'impôt sur les sociétés, pas qu'à elles. C'est d'une façon générale, on a baissé de 33 à 25%. Elles vont quand même encaisser 7 milliards d'euros grâce à cela. D'ici la fin des contrats, 7 milliards d'euros, et il ne s'est rien passé. Et le contrat, et là, elles sont en train de contester auprès de la justice le fait qu'on ait indexé sur l'inflation les taxes d'aménagement. Vous vous rendez compte ? Elles touchent d'un côté 7 milliards, et de l'autre côté, on dit on va indexer des petites taxes d'aménagement sur l'inflation, et elles vont devant le tribunal. Moi, je trouve ça scandaleux. Honnêtement, je serais le ministre des Transports, je peux vous dire que je les convoquerai tout de suite. Et ça ne se passerait pas comme cela. Pourquoi il ne le fait pas Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas la volonté. Je pense qu'il y a, comme j'ai l'habitude de le dire, quand il y a la volonté, il y a un chemin. Et là, en fait, on ne sent pas de volonté du tout de la part du gouvernement. Bon, ils ont d'autres sujets. On parlait des retraites à l'instant. Mais ce n'est pas parce qu'on a un ou deux sujets autres qu'il ne faut pas traiter aussi des sujets comme celui-là. Mais c'est un manque de volonté ou c'est un manque de courage politique ? Un peu les deux. Un peu les deux, mais pour avoir de la volonté, il faut aussi avoir du courage politique et puis mettre autour de la table des partenaires comme on l'a demandé au Sénat. Parce que nous, ce qu'on a obtenu au Sénat, quand même, la commission d'enquête, il faut le redire à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a obtenu qu'il n'y ait plus de prorogation de ces mauvais contrats. Parce que ces mauvais contrats, ils étaient prorogés. Vous avez parlé de 2015, c'était Ségolène Royal et Emmanuel Macron, les deux, qui ont signé un protocole d'accord avec les sociétés d'autoroutes. Et ça avait déjà été fait auparavant, où on leur demande des travaux supplémentaires. Donc, on leur demandait 4 milliards de travaux supplémentaires. Et on disait, vous allez avoir entre 2 et 4 ans de plus de contrats. Mais 2 et 4 ans de plus de contrats, ça leur rapporte beaucoup plus que les 4 milliards qu'ils vont dépenser en travaux. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter cette logique-là, ce cycle infernal de prorogation. Et donc, c'est ce qu'on a obtenu grâce à notre rapport au Sénat, parce qu'il y avait encore des projets dans les tiroirs du ministère. Et depuis, vous avez vu qu'il ne s'est rien passé. Et je pense qu'il ne se passera rien sur le terme de la prorogation. Maintenant, ce qu'il faut obtenir, c'est la modification de ces contrats. Donc il faut pouvoir se mettre autour de la table, ce qu'on a demandé. Et moi, ce que je vais redemander au gouvernement, et il faut continuer à mettre de la pression. C'est-à-dire que les médias comme vous participez aussi à cette pression. Et nous, les parlementaires, on a intérêt aussi à continuer à en parler et à faire en sorte que ce sujet-là ne soit pas enterré. Et en cas d'échec de renégociation de ces contrats, on peut envisager une taxe sur ces profits autoroutiers ? C'est compliqué. Parce que sur le plan constitutionnel, on va avoir du mal à cibler uniquement certaines sociétés, certains en plus qui ont des contrats avec l'État, c'est quand même assez compliqué. Je pense que ça ne serait pas acceptable. Donc moi je pense que c'est une renégociation d'ensemble qu'il faut obtenir. À défaut, il faudra peut-être aller plus loin. Donc moi je suis en train de réfléchir à des mesures plus coercitives. Je suis en train d'y réfléchir. Donc, mais j'aurai l'occasion de faire des propositions au printemps, je pense. D'abord, on va regarder les résultats de cette année, parce que vous avez parlé de 2021, 3,9 milliards, mais on va avoir le 9 février les résultats de Vinci, et puis sans doute vers le 20 février les résultats d'Eiffage. Donc j'aurai l'occasion de remettre à jour nos prévisions, parce qu'on avait fait des prévisions. Et si on écoutait les sociétés d'autoroutes, on n'en parlerait jamais. Parce qu'à chaque fois qu'ils vous donnent une information, c'est couvert par le secret des affaires. Donc c'est quand même assez ahurissant qu'un sujet aussi intéressant pour le public puisse être systématiquement en dehors de la transparence et autres. Alors il y a aussi une solution toute simple et qui serait assez forte et qui a été proposée pendant la dernière campagne présidentielle, ce serait de renationaliser ces autoroutes. Ça peut être la bonne solution selon vous ? Si vous me trouvez un service de l'État qui est bien géré, ou des infrastructures qui sont bien gérées par l'État, des équipements, vous me le dites. C'est-à-dire que l'État ne serait pas à même de gérer les autoroutes ? L'État est mauvais gestionnaire. Si vous regardez les hôpitaux, vous n'allez pas me dire que les hôpitaux sont super bien gérés. Donc on a un État qui malheureusement n'est pas un bon gestionnaire, donc il n'est pas question pour moi, en tout cas il n'est pas souhaitable que l'on renationalise les autoroutes. Par contre, le système de la concession est un bon système pour moi, puisque on peut avoir des sociétés qui sont très compétentes, et elles sont compétentes. On a des bonnes autoroutes, elles sont en bon état, il y a un niveau de service qui est très satisfaisant par rapport à ce qui peut se passer à l'étranger. Donc il n'y a pas de raison de perdre ce niveau de service. Par contre, il faut effectivement les serrer de près au niveau du contrat et dans le suivi régulier. C'est-à-dire qu'on a des clauses de revoyure. Quand on a des contrats un peu longs, il faut avoir des clauses de revoyure régulières où on se remet autour de la table, on dit est-ce que vous avez gagné plus, moins, comment ça se passe, et on regarde tout ça. Donc c'est tout cela qui n'a pas été fait. Et c'est ça qu'il faut faire.
Juste parce que la renationalisation, vous dites, il y a un problème de l'État gestionnaire. Clément Beaune, il dit c'est aussi un problème de finances, 50 milliards. Il parle. Alors ça peut-être, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien parce qu'il y a moyen de négocier. L'équilibre économique et financier de ces contrats n'a jamais été défini. Donc nous, on demande à ce qu'il soit défini. Parce que c'est l'élément central sur un contrat, c'est l'équilibre du contrat. Et eux, ils disent, dès qu'on met une virgule en question, on supprime une virgule, on met en cause l'équilibre. Moi, je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table pour définir cet équilibre-là. Et si on définit cet équilibre, on va s'apercevoir que, contrairement à ce que dit l'ART, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'autorité de régulation des transports qui calcule une rentabilité sur le projet, moi je calcule une rentabilité pour l'actionnaire. Les actionnaires sont arrivés à un moment donné, ils ont mis tant d'argent sur la table, qu'est-ce que ça leur rapporte et quel taux de rentabilité. Et aujourd'hui, le taux de rentabilité de 8%, qui est quand même un gros taux, un taux important en tout cas, va être atteint en 2023 ou 2024. Donc c'est d'ailleurs plus de 10 ans avant la fin des contrats. Donc c'est là où on dit tout ce qui est après, c'est la surrentabilité. Ça va au-delà des 8%. Merci Alex. J'espère avoir été clair. Oui, bon, surtout on va continuer à en parler. Alex, tout à l'heure ? Oui, dans le club on parle de la réforme des retraites. Exactement, et débat parlementaire, ce sera à suivre. On continue à parler des autoroutes, on va aller dans votre département, on va à Ris-Orangis où on retrouve Teddy Vory. Bonjour Teddy, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Vous souhaitiez vous aussi revenir sur cette question des autoroutes avec une augmentation des prix qui impacte particulièrement les automobilistes de l'Essonne. Dites-nous pourquoi. Effectivement, les autoroutes A10 et A11 dans leur tronçon périurbain sont également payantes en Île-de-France et donc en Essonne. Et effectivement, le tarif pour Vinci, puisque c'est le concessionnaire pour ces deux axes, va augmenter de plus de 5%. Alors heureusement, les concessionnaires sont très généreux et la petite ristourne pour les usagers quotidiens de l'axe va augmenter de 10%. Malheureusement, ça semble quand même un peu faible par rapport aux chiffres de la rentabilité que vous aviez évoqués plus tôt et qui sont valables également pour Vinci. Et donc, la question qu'on peut se poser, pour laquelle milite notamment l'association A10 gratuite, c'est est-ce que les tronçons périurbains des autoroutes ne devraient-ils pas être gratuits, en plus que ça n'impacterait pas de manière majeure l'équilibre financier du concessionnaire. Qu'en pensez-vous, monsieur le sénateur ? Bonjour Teddy. Nous, on est tout à fait d'accord. Et moi, j'étais d'accord. On l'a repris dans notre rapport de commission d'enquête. C'est vrai que sur l'A10, le péage est effectivement un des rares péages urbains. On n'en connaît pas beaucoup d'autres en France. Hein. Et il est contesté depuis longtemps. En fait, il reporte le trafic, notamment une partie du trafic poids lourd sur la N20. Et la N20 était surencombrée de ce fait-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui rapporte à peu près 40 millions de chiffre d'affaires par an, ce péage, et qu'il y a matière à négocier. Quand on regarde les 40 milliards qui ont été évoqués tout à l'heure de surrentabilité, il y a moyen de trouver dans ces 40 millions qui puissent... Alors, c'est 40 millions par an, donc il faudrait les multiplier par 10, ça fait quand même un petit peu plus. Mais en tout cas, il y a moyen de trouver un accord pour ce péage. Alors en plus, Cofiroute, qui est géré par Vinci depuis très longtemps, est sans doute l'une des plus rentables, des autoroutes les plus rentables, avec les autoroutes du sud de la France. C'est le tronçon au kilomètre le plus cher de France, si je me souviens bien. Et alors, moi, ce qui me marque, c'est que le gouvernement dit toujours, j'ai beaucoup négocié, le ministre, il dit, j'ai beaucoup négocié avec Vinci, j'ai obtenu le fait que sur des parcours de courte distance, on n'ait pas d'augmentation. Mais en fait, on ne sait même pas ce que ça représente. J'ai dit tout à l'heure que l'augmentation de 4,75%, ça faisait pour les sociétés d'autoroutes 300 millions de marge supplémentaire, Qu'est-ce que représente leur geste par rapport à ces 300 millions ? On ne sait même pas. On ne sait même pas si ça représente 30 millions, c'est-à-dire même pas 10% de cette marge. On ne sait pas. Il n'y a pas de transparence du tout. Donc on a besoin sur le sujet d'avoir de la transparence et de continuer les combats pour la gratuité de l'A10. On va parler d'un autre sujet, on va parler des sénatoriales, puisque ça approche. Et oui, c'est en septembre, votre département est renouvelable et on va faire un point avec vous, Teddy. Oui, effectivement, c'est au mois de septembre, c'est encore loin. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail parlementaire à mener. Mais dans nos colonnes, la semaine dernière, le président du l'UDI dans l'Essonne, Jean-Philippe Dubois-Clément, évoquait la nécessité pour les élus sortants de la droite et du centre de créer les conditions d'une union qui permettrait de garantir 3 sièges et même d'en espérer un 4e lors du scrutin.
et éviter que la droite et le centre ne redeviennent minoritaires en Essonne. Alors, est-ce que c'est une analyse que vous partagez, Monsieur Delahaye, cette nécessité de créer une liste d'union ? Écoutez, c'est compliqué de créer une liste d'union parce que y a toujours des personnes qui souhaitent se présenter. Vous savez, au sénatorial, il y a toujours, ça va être ma 4e campagne, il y a toujours pas mal de listes et il y a des surprises toujours, des gens qui auraient bien été sur une liste et qui finalement n'y sont pas et décident d'y aller. Donc c'est un petit peu compliqué. La dernière fois, il n'y avait pas d'union, il y avait 2 listes qui ont permis de faire 4 sénateurs sur 5. Donc il n'y a pas de système parfait pour garantir un nombre de sièges. Moi, je pense que sur le département, la gauche a regagné quelques positions au moment des municipales, notamment au détriment de LR, des Républicains. Donc voilà, moi je suis ouvert à toutes les discussions, donc je ne suis pas du tout fermé. Je ne pense pas qu'il y ait une solution idéale pour faire le maximum de sièges. En tout cas, pour ma part, je vais essayer de le faire. Je pense avoir bien travaillé. On forme une bonne équipe avec Jocelyne Guidez, donc moi je resterai fidèle à Jocelyne Guidez. Parce que certains me disent Jocelyne, tu pourrais peut-être laisser. Non, moi je suis pour l'amitié et la fidélité. Elle m'a suivi depuis 2011. J'ai envie de continuer avec elle. Donc ceux qui me conseillent ou qui me demandent éventuellement de la laisser ne pas repartir ou repartir un peu loin sur la liste, moi je ne suis pas d'accord. Bon, le message est passé, c'est clair. On a bien compris que vous êtes candidat à votre succession. Du coup, Teddy, c'est bon, une autre question ? Ou c'est clair ? Non, c'est bon, merci. C'était clair, il faut dire. Merci beaucoup, Teddy. J'essaie d'être clair, on regarde dans la mesure du possible. Du Républicain de l'Essonne cette semaine. Un nouveau visage pour le lycée de Ris. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup, Teddy Vaury, d'avoir été avec nous. Au revoir. On va parler d'un autre sujet. On parle beaucoup de l'inflation des normes, l'inflation des lois. Et vous travaillez justement sur ce sujet dans le cadre d'une mission Balai. On va dire ça comme ça. En quoi ça consiste ? Balai, c'est un acronyme Bureau d'abrogation des lois anciennes inutiles. Donc j'ai trouvé ça, donc je suis devenu le roi du balai. Et j'avais proposé quand j'étais justement candidat au sénatorial, je trouve qu'il y a trop de textes en France. On ne sait même pas combien il y en a en fait. Il y en a plus de 10 000, 10, 11 000, on ne sait pas très bien. Donc j'avais souhaité qu'on prenne comme principe de dire à chaque nouvelle loi, on en supprime 2. Ça veut dire que le législateur, il regarde un petit peu plus, il reprend des lois anciennes, il les réintègre dans les lois actuelles et ça rend la loi plus lisible. Il y en a moins et c'est plus lisible puisqu'on retravaille sur les textes anciens. Donc ça n'a pas été fait. Moi, je serais pour que les normes, ça soit la même chose. On sort une nouvelle norme, on en supprime 2. Parce qu'on trouve toujours des bons sujets pour des nouvelles normes, donc, mais à un moment donné, on croule sous les normes. On ne sait même plus non plus combien on en a exactement. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples de textes qui aujourd'hui sont obsolètes, sont désuets, des textes. Alors, vous savez, moi j'ai commencé par le plus facile. C'est peut-être pas très bien, mais pour avoir des résultats, il faut mieux commencer par le plus facile et puis convaincre qu'il faut continuer, qu'il faut se mettre un peu plus nombreux à travailler pour arriver à... Donc moi j'ai déjà fait passer un Balai 1, un Balai 2. Donc il y a 2 lois Balai qui sont passées, qui ont supprimé à peu près 170 lois antérieures. Alors d'ailleurs c'est assez amusant parce que quand on revient, j'ai commencé par le plus facile, ça veut dire que les textes du 19e siècle, on est parti de 1820 à peu près, et à l'époque les lois c'était une demi-page. C'était une demi-page, parfois une page, et aujourd'hui vous avez parfois 350 pages de lois. Donc vous voyez un peu l'inflation des textes. Donc on a supprimé cela. Alors ce qu'on a supprimé, c'est des choses faciles. C'est, par exemple, la création de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle a été supprimée, mais en fait, le texte correspondant n'a pas été supprimé. Donc, il faut le nettoyer. La conscription pour la guerre d'Algérie. Il y a pas mal de choses qui sont des vieux textes qui ne sont plus usités. Par contre, il faudrait continuer maintenant. Alors là, je continue parce que je vais en déposer Balai 3 au printemps. Mais mon souhait, c'est qu'on aille plus loin, qu'on aille aussi dans le travail de cohérence des textes les uns avec les autres, puisque vous savez que les textes de loi sont répartis ensuite dans des codes. Code civil, code pénal, le code des collectivités territoriales. Et parfois, les mêmes textes sont dans plusieurs codes
et ils ne sont pas forcément cohérents. Donc on a un travail de cohérence et de lisibilité de la loi qui est très important. Et ce sera au printemps. Voilà, et vous reviendrez nous en parler. Merci Vincent Delay. Volontiers, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, évidemment, on reparlera de la réforme des retraites, puisque le débat commence aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et on va en parler avec notre prochain invité, c'est Claude Maluret qui nous rejoint.